So welcome everyone to our webinar. Bienvenue à notre webinaire. Je vais arrêter le partage d'écran pendant 1 minute pour que vous puissiez voir les autres intervenants. Bienvenue à tous à notre webinaire qui porte sur les logements abordables. Merci de nous avoir rejoints. Nous allons passer la prochaine heure et demie pour partager des exemples sur le financement communautaire des logements. Cet événement a été mis en place grâce à l'appui de Urbamonde et d'autres organisations. Nous avons également l'Union africaine qui nous soutient dans cette initiative. Je m'appelle Béa et je fais partie de Urbamonde. Je vais encore partager mon écran et je passerai la parole à Marine qui accueille cet événement avec nous pour ses mots de bienvenue. Marine, à vous la parole. Merci beaucoup Béa et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Marine Cavaillon et je suis gestionnaire de projet pour le CAF et nous avons donc réalisé l'étude sur laquelle cette conférence est basée en partenariat avec Urbamonde et avec Urbacen. Donc, je vais vous dire un rapide mot sur le CAF. Puis sur l'objectif de ce webinaire. Donc, le CAF est en fait le Centre pour le financement du logement abordable. C'est un think tank qui a été créé en 2014 et dont la mission est de faire fonctionner les marchés du financement du logement en Afrique, en particulier pour les populations défavorisées. Donc, le CAF a plusieurs outils. Nous faisons cela en particulier en commissionnant et en réalisant des études sur ce sujet, en diffusant ces études et en proposant un soutien stratégique aux différents acteurs du secteur. Notre objectif est en fait de renforcer la connaissance et la capacité des acteurs du secteur afin de faciliter les investissements dans le logement abordable et dans son financement sur le continent, en Afrique. Il faut aussi noter que le CAF, comme le disait Béa mentionnait l'Union africaine pour le financement du logement, l'AUHF, et le CAF est en fait secrétaire de cet organisme, qui est l'organisme représentant le secteur du financement du logement en Afrique, qui est sponsor de cet événement et dont nous saluons tous les membres à travers le continent. Comme son nom l'indique, le CAF à sa création se concentrait en fait sur les questions de financement du logement seulement. Nous partions du principe que c'était là le goulot d'étranglement qui entraînait l'immense déficit du logement en Afrique, que nous pouvons chiffrer à 50 millions d'unités, ça peut varier, mais ce déficit qui ne fait que s'accroître, vu notamment la croissance de la population et l'urbanisation croissante. Nous considérons que le financement du logement était critique sur un continent où la bancarisation est encore assez faible, où le cadastre ne me permet pas toujours de réaliser des hypothèques et de sécuriser des prêts immobiliers, et où pour une grande partie de la population, épargner n'est pas possible. Il se trouve en fait que le financement du logement arrive au bout de la chaîne de valeur du logement. Le CAF a notamment réalisé des études sur la chaîne de valeur du logement qui montrent tous les différents acteurs qui y participent. Et donc, nous avons petit à petit étendu notre travail pour aussi nous intéresser aux promoteurs, aux gouvernements, aux constructeurs, en plus des banques qui étaient à l'origine notre focus. Nous avons réalisé en fait que l'enjeu était désormais de faire avancer tous ces acteurs au même rythme et avec la même ambition qui est de donner accès à un logement à tous. Et le fait d'avancer tous en même temps est définitivement un défi. Et ceci dit, ce qu'on a réalisé encore, c'est qu'un des grands oubliés de l'équation est souvent l'utilisateur final lui-même
les personnes qui vont vivre dans ces logements. Et grâce à cette étude réalisée avec donc, Urbamonde et Urbacen, et maintenant cette série de webinaires, nous cherchons à remettre les populations au centre de l'action pour rendre leur logement plus abordable. Et j'espère qu'à travers cette étude et ce webinaire, vous pourrez en tirer autant de leçons que possible. Merci à tous et bon webinaire. Merci, Marine. Thank you. So, as Marine said, Merci beaucoup. Comme Marine l'a dit, nous avons des études de cas au niveau de finances communautaires des logements pour pouvoir comprendre comment le financement communautaire fonctionne dans ce contexte. Et comme Marine l'a dit, un des goulots d'étranglement pour la fourniture de logements abordables, c'est le financement. Et ce financement, nous fournissons aux ménages vulnérables. Et souvent, les produits financiers qui sont disponibles ont besoin d'être adaptés au coût des ménages ou des logements. Ces logements ne peuvent pas prendre des crédits, par exemple. Nous voyons qu'il y a plusieurs solutions qui sont là. Il y a également des expériences qui sont disponibles dans des communautés et aussi ces communautés, des ONG et autres qui œuvrent pour la construction de ces logements. Et il faut comprendre également que le financement communautaire pourrait financer toute initiative dans ces communautés qui travaillent avec ces familles et qui assurent un logement décent à ces ménages. Les solutions de financement communautaire sont importantes et également des organisations non gouvernementales, des institutions financières et des organisations à but non lucratif du secteur privé et autres pourraient vraiment. J'essayais de parler de ces solutions communautaires qui prennent en compte ces solutions formelles et informelles vis-à-vis des logements décents. Nous avions une étude de cas l'année dernière. Nous avions essayé de voir différents types de solutions et expériences. Et aujourd'hui, nous aimerions voir plus en profondeur quelques expériences. Nous avons 3 panélistes avec nous aujourd'hui provenant de différents pays et qui représentent des organisations. Nous avons Marga Diouf avec nous qui est gestionnaire de projet avec Urbacen au Sénégal. Elle est planificatrice et aussi une activiste qui soutient la Fédération sénégalaise des habitats au Sénégal. Elle travaille également dans la planification urbaine au Sénégal au cours des dernières années avant de rejoindre Urbacen, qui est une organisation à but non lucratif. Bienvenue Maguette. Nous avons également Richard avec nous. Bienvenue Richard. Merci d'être là. Richard est le cofondateur et PDG de Casa Real, qui est une entreprise sociale qui fournit des solutions de logement au Mozambique. Richard a 15 ans d'expérience en développement international et dans la gestion de l'urbanisme. Et merci d'être avec nous, Richard. Ce serait bien d'apprendre de vos expériences. Et nous avons Patience Mdibo, qui est la directrice exécutive de Shelter for the Homeless Trust au Zimbabwe. The mission of the Dialogue on Shelter for the Homeless Trust is to support the social cohasion et l'organisation soutient les communautés marginalisées et améliore les moyens d'existence des organisations communautaires et développe, aide à construire des abris with various housing associations. I think we have a technical issue again. Does it work now?
Yes, I think it should be fine. Sorry. So we will have 3 rounds of questions. So we will have sort of a dialogue with our panelists, and then we will take questions from you, as I said. So at all times, please drop them in the question and answer section or in the general chat, and we will try to come back to all of them if possible during this webinar. So to get started, yes. Béa, je suis désolée de t'arrêter Béa, à nouveau. sorry. Il y a les 2 interprètes, il semble que vous soyez en même temps. Je ne sais pas si vous êtes sur des channels différents. C'est bon. Je prends le relais, c'est bon. Merci. Quoi ne s'arrête, je prends le relais. Okay. So let's jump into our first question, and I would like to give the floor to Alors, passons à notre première question et je vais donner la parole à Maguette. So the Maguette, first question, we would be interested just in learning a bit more about, la première question pour nous, ce serait de savoir what's the background you're apprendre working plus in, and what is this financial mechanism sur l'environnement dans lequel vous travaillez et les mécanismes de financement que vous utilisez pour les bénéficiaires. Donc, juste pour donner une idée générale des mécanismes de financement que vous utilisez. D'accord. Merci Béa. Donc, nous, notre mécanisme de financement, c'est un fonds rotatif pour la rénovation urbaine, et l'environnement dans lequel nous travaillons, c'est surtout les quartiers informels ou bien les quartiers non planifiés qui sont dans la banlieue dakaroise et où il manque en fait de tout et qui sont des quartiers qui sont très exposés à divers risques, dont le risque d'inondation. Qui a été à l'origine de la mise en place de ce fonds rotatif. Il s'agit d'un fonds qui est financé par divers bailleurs et qui finance la reconstruction de l'habitat à la parcelle et la réalisation d'ouvrages communautaires à partir des organisations communautaires de base qui sont membres d'une structure faîtière qu'on appelle la Fédération sénégalaise des habitants. Donc, le mécanisme, je ne sais pas, Béa, il faut que j'explique en détail le mécanisme, c'est ça? S'il te plaît, et pense à parler un tout petit peu plus doucement, je pense, pour faciliter le travail de nos interprètes. Merci. D'accord, excusez-moi. Donc, le fonds de rénovation urbaine, qu'on appelle également le fonds rotatif, est co-géré par l'ONG Urbasen, qui est le bras technique de la Fédération sénégalaise des habitants, et la fédération elle-même, au sein desquelles on retrouve les organisations communautaires de base. Donc, au sein des groupements, s'il y a une personne qui souhaite rénover sa maison, elle retire une fiche d'expression de besoin de rénovation, que ce soit le besoin de refaire une dalle. Donc, ça, c'est les groupes membres de la fédération qui ont un système d'épargne qui existe depuis très longtemps, donc le système des tontines, que nous avons structuré en installant ce qu'on appelle l'épargne habitat au sein de ces groupes-là. Donc, ils ont des outils communs, donc les carnets de la Fédération sénégalaise des habitants, qui leur permettent de gérer leur épargne, leur décaissement et toutes les activités génératrices de revenus qui sont financées par ces caisses. Donc, nous les habitons nous les accompagnons dans la reconstruction de l'habitat précaire. Donc, une fois que les besoins sont identifiés, nous avons ce qu'on appelle une équipe chantier qui est composée des techniciens génie civil qui vont avec le bénéficiaire et l'artisan choisi faire ce qu'on appelle l'état des lieux, voir en fait quel est l'état des besoins de reconstruction qui sont exprimés dans la fiche. Là, nous avons un exemple d'activité d'état des lieux. Ensuite, cette fiche revient au niveau de l'équipe technique qui fait le devis avec les artisans. Et une fois que le devis est établi, il y a la responsable de la gestion du fonds rotatif qui enregistre la demande au niveau de Urbabase, qui est une base de données, où nous avons l'ensemble des listes des membres, des groupes et des membres des groupements qui sont répertoriés. Donc, elle crée un dossier et insère le devis et les échéanciers de remboursement sur ce fonds rotatif. Après, la fédération
finance la reconstruction et l'artisan peut commencer les travaux avec un suivi régulier de l'équipe technique qui passe au moins 2 fois par semaine vérifier l'état d'avancement des travaux et le respect des devis. Là, c'est un exemple de rénovation, une famille qui n'avait pas de toilette et qui a de toilettes fonctionnelles et qui a pris dans le fonds rotatif et là qui construit des blocs toilettes, douches, WC et qui rembourse sur le fonds rotatif suivant un échéancier de 20 mois avec 1 mois de différé une fois le prêt octroyé. Donc, le fonds fonctionne comme suit. Une fois la demande identifiée et le devis établi, la FSH retire le montant qui a été retenu du fonds rotatif. Ensuite, on finance le groupement auquel appartient la bénéficiaire. Et par exemple, il y a 5% d'intérêts qui sont affectés à ce fonds répartis comme suit. Par exemple, si on donne 1 million de francs CFA pour la reconstruction, le fonds sort 1,050 000, c'est-à-dire avec les 5% qui sont alloués. Et sur ces 5%, 1% reviennent dans les caisses du groupement membre, 1% retourne au niveau du fonds de la FSH, 2% sont reversés dans le fonds rotatif et 1% sert à gérer les transactions bancaires. Et après, voilà, la bénéficiaire rembourse son prêt, son financement sur une durée de 20 mois avec 1 mois de différé. Donc, c'est exactement comme ça que fonctionne ce mécanisme de financement. Ça permet de renforcer les caisses rotatives des groupements, des bénéficiaires identifiés, de renforcer ce fonds rotatif qui doit aujourd'hui faire face à une demande importante de reconstruction parce que la fédération compte aujourd'hui 546 organisations communautaires de base avec des moyennes de 35 membres par groupe, donc à peu près 20 000 membres. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, ce fonds permet de rénover, de financer toutes ces rénovations. Et en ce moment, nous en sommes à peu près à 800 unités d'habitation, 800 maisons qui ont été reconstruites à travers ce mécanisme de financement parce que ces populations-là qui travaillent dans le secteur informel n'ont pas accès au financement bancaire formel au niveau des institutions de microfinance et au niveau des banques. Donc, ce système leur permet de gérer ces problèmes-là au niveau local, sans pour autant se surendetter ou faire face à des problèmes. Donc, je pense que c'est ça le mécanisme de financement du fonds rotatif pour la rénovation urbaine pour le Sénégal. Merci. Merci Maguette. Je prends juste une question tout de suite parce qu'elle est très, très concrète et ponctuelle. Quelle est la durée des prêts pour qu'on ait une idée et peut-être aussi leur montant, juste pour avoir une idée des paramètres. Exact. Le plafond de financement des prêts, c'est 1 million. Donc, et la durée de remboursement, c'est 20 mois. Donc, avec 1 mois de différé. Donc, quand on te prête ce mois, tu as 1 mois de repos, comme on dit, de différé. Et le mois d'après, on commence à rembourser dans le fonds rotatif. Donc, voilà. Merci Maguette. Donc, 1 million de francs CFA. On reviendra ensuite sur d'autres aspects de ce mécanisme. Donc, j'aimerais passer à la présentation de Richard. So, Richard, the floor is yours to give us a bit of an insight to your work in Mozambique. Donc, on va passer à la présentation de Richard. Richard, la parole est à vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail en Mozambique pour l'accès, pour la facilitation de l'accès au logement? Merci beaucoup. Je suis en train de partager mon écran. Je ne sais pas si vous êtes en train de me... Est-ce que vous arrivez à me voir? Not yet.
No, I think we can't see it yet. Can you Alors, try to share it again? je pense que nous sommes en train de vous voir. Peut-être que ce que vous devez faire, c'est partager votre écran. Je vais essayer de partager mon écran. I'm afraid we can still not see it unless anyone else can. Alors, j'ai peur que nous n'arrivions toujours pas doesn't à seem to voir work. votre écran. Alors, Maybe alors, if you want, peut-être, what we could do is ce que I nous hand it pourrions over faire, to c'est je Patience, and in the peux, meanwhile, you send me je peux the passer presentation. à Patience qui va Yeah, faire sa présentation would that et vous, work? vous m'envoyez votre présentation pour que je Okay, let's do la that. projette à Then, votre place. Patience, Donc, on if va I faire can cela. ask you Patience, to come in, est-ce que je peux vous demander de faire and votre I will just présentation en reshare attendant my qu'on puisse screen passer so à that you celle can de see, Richard? Here. There we go. So Patience, over to you to tell us a bit more Donc, about Patience, la parole est à vous. the experience in Alors, nous vous demandons juste de in nous Zimbabwe with the Zivarazevka partager un upgrading peu scheme. votre expérience au Zimbabwe dans le cadre de ce mécanisme que vous avez pour rénover les habitations. Alors, je vais parler du fonds. Donc, il s'agit d'un fonds. C'est un fonds qui a été mis en place par un réseau de personnes qui vivaient dans des habitations informelles au Zimbabwe. Présentement, nous avons 610 organisations d'épargne de femmes, organisations féminines d'épargne. The focus or the pillar of this font partie de notre réseau. Et donc, voilà, le fonds s'adresse principalement aux organisations féminines qui sont engagées dans des activités d'épargne. Et on demande à chaque femme d'économiser $1 américain par mois pour ces initiatives de rénovation. Donc, nous sommes présents dans plusieurs installations. Donc, ces femmes-là, ce qu'on appelle Kungano Eginpo Fund, c'est le mécanisme d'épargne que ces femmes-là ont mis en place. And governed by Et ce réseau est géré par ses propres membres, donc les membres de ces différents groupes. Donc, manuals for the operation of the group. nous travaillons avec une ONG qui nous assiste. Et nous avons utilisé ces fonds pour The city government, specifically the city of we use these appuyer, faire un women plaidoyer auprès to demonstrate to the travailler city avec and to the le government gouvernement national, mais également les administrations locales. Alors, nous utilisons ces groupes d'épargne de femmes pour montrer au gouvernement, ces informations-là, pour montrer au gouvernement que les femmes peuvent participer à des mécanismes de financement de l'habitat et également qu'elles peuvent travailler, elles peuvent investir dans tout ce qui est relatif à l'aménagement et à l'eau, l'accès à l'eau.
Donc, ce que vous voyez ici, c'est le site de Harare. Donc, nous utilisons tout cela pour montrer ce que nous savons faire. Donc, nous sommes allés avec déjà ce que nous avions commencé à faire et nous sommes allés demander à la ville d'entrer dans un partenariat avec nous. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est des installations qui ont été rénovées grâce à notre réseau. Of the community now. And so we signed a memorandum of understanding with the city of Harare. Nous avions signé un protocole d'accord avec la ville d'Harare. Et dans ce protocole d'accord, That came in to support nous the avions pu avoir un partenaire qui est venu pour soutenir l'infrastructure en termes de construction de ménages. Ensemble avec la ville, désolé, je pense que le réseau a un bug au niveau de Madame Patience. Nous avons entrepris des initiatives et ce qu'on fait dans ce cadre, c'est de faire des prêts qui sont gérés par la ville d'Harare, ainsi que nous donnons des petits prêts qui permettent de construire ne serait-ce qu'une pièce. Et quand vous payez, vous finissez de payer le prêt, vous obtenez un autre qui vous permet de construire une autre pièce et pour finir votre logement. Et ces prêts sont accordés aux communautés pauvres pour leur permettre d'avoir accès aux mécanismes de financement qu'ils pourraient gérer. Nous avons créé aussi un fonds sur la base de cet appui. Ce financement, ce projet a pris fin en 2016 et la ville d'Harare l'a rendu fonctionnel à partir de là. Et nous continuons à donner ces fonds. Notre intention pour tout partenaire de financement, c'est qu'on puisse injecter assez de moyens dans des subventions qui pourraient nous aider à capitaliser la structure de financement que nous avons. Et afin qu'on puisse développer ce projet dans cette zone et aussi dans d'autres zones à Harare. Alors, le fonds Congano géré de manière interne au sein du pays et aussi de façon externe pour être en mesure de faciliter des projets. Merci beaucoup. Thank you so much, Patience. Merci beaucoup, Patience. Yes, thank you. Béa, vous avez la parole. We will hear a bit further on this experience just a bit later. Nous So now allons écouter handing back davantage de ces to expériences plus tard. À Richard, présent, I je have passe la received parole your à Richard. presentation. J'ai reçu la Let présentation. me just download Je it, but vais maybe you can la start just because télécharger I'm ou sharing. peut-être avant Yeah. cela, vous pouvez And then I'll commencer open la it. présentation. Yes, go ahead. Allez-y. Pour me présenter, mon nom est Richard Baroumouiré. Je suis le PDG et cofondateur de Casarial, ensemble avec Bayodil et Abraham McLean. Je vis au Mozambique. Je suis originaire de l'Ouganda. Et nous avions commencé Casarial en 2018.
nous avions commencé de zéro. Je partagerai tout cela avec vous. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité de Pera. Nous avions reçu des financements de Réal, du Royaume-Uni, qui nous a aidés à être là où nous sommes actuellement et aider les gens à réaliser leurs rêves, en avoir accès à un logement abordable à Beira. Avant de mettre en œuvre ou de créer Casa Real, nous avions commencé avec un projet et ce projet était basé sur une enquête que nous avions réalisée. Dans cette enquête, nous voulions comprendre comment ça se passe avant de commencer par construire des maisons abordables. Nous avions commencé par comprendre le contexte du logement au Mozambique et comment les gens arrivent à acheter des maisons sur le marché. Nous avions commencé avec un cas et un modèle et juste après avoir fini la construction de ce modèle, donc, voilà le projet que nous avions conçu et dans l'enquête, nous voulions voir la situation du logement et le marché du logement. Nous avions vu que le logement le moins cher sur le marché est vendu à 55 000 $. Et nous avions travaillé en étroite collaboration avec la municipalité. Nous avions conçu une maison qui soit moins chère au niveau de la communauté et nous sommes en train de la revendre à 10 000 $. Bien entendu, personne ne croit qu'au Mozambique, quelqu'un pourrait construire et vendre en tant que société ou développeur privé une maison de 10 000 $. Sauf ce monsieur qui est en noir, qui était le maire et qui n'est plus aujourd'hui. C'est la seule personne qui nous a rendu forts sur le terrain. Et étant le maire, y compris son équipe, même son équipe, les banques et autres ne croyaient pas en lui. Et même ceux qui achètent ne croyaient pas qu'on pourrait construire et vendre une maison à 10 000 $. Donc, c'était un grand défi pour que tout le monde soit impliqué et, dans la conception et l'approbation de ce que nous allons faire. Et nous avons mis en œuvre Casreal. Et il fallait que nous démontrions que nous trouvions le concept et aussi d'être sur le marché. Prochaine diapo. Tout juste après le modèle que nous avions construit, nous avions eu un défi quand la ville de Baidawa a été touchée par un cyclone et une partie des maisons ont été détruites. La ville a été détruite, surtout les maisons. 90% des maisons ont été détruites. Et à partir de ce moment, parce que nous n'avions pas planifié de construire nos maisons pour qu'elles puissent résister au cyclone, mais elles étaient de bonne qualité. Nous avions commencé par intégrer les techniques de protection contre les cyclones et nos équipes de construction ont été formées par des experts de l'Australie où ils ont plus d'expérience dans la résilience face aux cyclones. Nous avions commencé donc par intégrer la résilience aux cyclones dans les techniques de construction en ayant des sables résilients et aussi de bons matériels pour la construction du projet. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre projet a été vraiment d'un certain niveau parce que nous construisons pour que ces maisons soient résilientes. Dans la plupart des cyclones, beaucoup de cyclones traversent cette zone, mais nos maisons sont de bonne qualité. Et donc, avoir une maison de bonne qualité
est une autre chose qui est importante et nous parlerons de cela lors d'un prochain webinaire. Lorsque vous avez une bonne maison qui est résiliente, vous serez en mesure de, de ne plus dépenser d'argent pour l'entretien à l'avenir. Donc, si vous voulez attirer le financement, pour attirer les maisons, pour qu'elles puissent, ou bien pour que les communautés puissent acheter des maisons, vous avez besoin de maisons résilientes pour avoir ces banques avec vous. Le cyclone n'était pas le plus grand défi. Passons à la prochaine diapo. Voilà donc certaines des maisons que nous avions construites. Prochaine diapo. Nous avons un grand problème au Mozambique, c'est le financement. C'est pas juste c'est la finance de l'utilisateur final. C'est pas juste un problème du Zimbabwe ou du Sénégal. C'est un grand problème sur tout le continent. La majorité des personnes n'ont pas accès au financement parce qu'à cause des coûts, surtout au Mozambique ici, quand on commence par parler d'une personne qui gagne 10 000 dollars, c'est un grand problème. Je veux dire, 10 000 dollars. Un grand problème pour avoir accès au financement. 10 000 dollars, c'est beaucoup. Les personnes en Europe pensent que on ne peut pas payer. Je leur dis que c'est pas vrai. Les gens peuvent payer, mais les structures qui sont autour d'elles ou les systèmes qui sont en place pour qu'ils puissent avoir accès au financement constituent un grand problème. Par exemple, quand on parle de taux d'intérêt au Mozambique, le taux de prêt, le taux d'intérêt est de 18%. Et si on ajoute à cela d'autres charges, il faut trouver au moins 50% de, de la maison avant d'avoir accès au financement, au prêt. Et d'autres sont à hauteur même de 20%. Vous voyez, donc des gens pensent plutôt à gérer cela au lieu de penser à payer leur maison. Et dans les défis auxquels nous sommes confrontés vis-à-vis des banques, c'est de prouver la bancabilité des maisons que nous construisons ou des acheteurs, des personnes qui reçoivent ou ont des revenus, mais ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont des revenus. Les personnes qui vendent des marchandises, ils ont des étalages sur le marché, mais ils ne peuvent pas dire que chaque mois, voilà ce qu'ils gagnent ou ce qu'elles gagnent et voilà ce qu'elles dépensent. Et quand les banques s'adressent à elles pour que ces personnes aient un prêt, les banques demandent juste qui a un salaire, qui peut dépenser tel ou tel. La dernière fois que j'ai discuté avec une banque, elle m'avait dit qu'ils ont un seuil au-delà de lequel ils ne peuvent pas fournir une hypothèque à ces personnes. Et c'est une question de 1 200 $ et en deçà de ça, ils ne peuvent pas parler de financement d'hypothèque. Et là, combien de personnes pourraient avoir accès à cela? À Casa Real, lorsque nous avions commencé ce projet, nous avions expérimenté différents modèles de paiement, y compris des paiements en liquide ou des paiements par hypothèque, y compris des paiements par tranche. Mais récemment, nous avions commencé par euh, tester l'allocation-vente. Nous avions des familles qui ont déjà commencé par payer la location et ensuite ils se sont ils ont fait des plans sur 3 ans, 4 ans et là on a un même protocole d'accord avec la banque et on leur dit que
Le reste de l'argent sera payé par la banque. Nous travaillons également pour mettre ce système à l'échelle. Nous avons un projet de pipeline que nous sommes en train de voir pour procéder à la location-vente et l'argent que les gens auront à payer dans la location chaque mois. Nous allons collecter cet argent et nous repayons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Certaines images des maisons que nous avions voici construites. quelques images des maisons que nous avons construites. Voilà, c'est des images qui ont été prises avec un drone. Nous avons, vous voyez déjà ici que les communautés sont déjà installées. Nous avons des systèmes d'éclairage public qui fonctionnent à l'énergie solaire. Comme vous le voyez, il y a déjà des occupants dans cette maison, dans ces maisons. Et donc, nous avons ici un système où on construit déjà une maison. Par exemple, si quelqu'un habite dans une maison de $10 000 et que par la suite, il veut passer à une maison beaucoup plus grande, par exemple, s'ils veulent ajouter plus d'espace, ils peuvent obtenir un financement pour cela, donc pour agrandir leur villa. Alors, donc, ce que nous allons faire maintenant pour ce qui est de la mise à l'échelle, nous travaillons actuellement sur des constructions qui respectent l'environnement, c'est-à-dire en utilisant différentes technologies et en mettant en place différentes caractéristiques qui sont plus en phase avec la protection de l'environnement. Et nous travaillons donc avec les municipalités et nous ajoutons des fonctionnalités qui sont favorables à l'environnement, comme par exemple l'éclairage par énergie solaire. Et également pour ces nouveaux bâtiments que nous sommes en train de construire, nous sommes en train de les connecter à un système de traitement des eaux, ce qui fait que l'eau qui est traitée est réutilisée, par exemple, pour les toilettes ou bien pour irriguer les concessions. Donc, ce que vous voyez maintenant à gauche, c'est une maison que nous avons construite en utilisant du bois et nous espérons que cela va attirer encore plus de financement favorable au climat. Et ce sera alors possible il nous sera alors possible de fournir plus de logements pas chers aux communautés bénéficiaires. Donc, pour plus d'informations sur notre projet, vous pouvez visiter notre site web. Donc, voici notre site web et ici, vous trouverez plus d'informations et également si vous avez des questions à me poser, je suis Thank you, Richard, for this very prêt à y insightful répondre. Merci presentation. So I Richard think pour what is cette quite présentation très riche remarkable et about these free experiences is that je sort of pense que facing ce qui est bien the avec cette inadvocacy expérience, c'est you know, the housing systems that you were confronted with. You managed to build le sort fait of que vous other avez pu faire systems or your own systems, face financial à un solutions, housing système solutions. So what I would d'habitat qui be était, vous avez trouvé votre propre interested to learn mode about, de because we've heard financement. from Richard Donc, this moi, ce qui importance of these m'intéresserait, different parce partnerships que that you were able Richard to nous a build, you know, dit with à the quel APSA point il est Bank, important d'avoir des with the city of partenariats Beira. So et I would ils ont also like réussi to à le hear a faire. bit more from Donc, Patience moi, j'aimerais about vous how en you, apprendre you know, you plus, managed to convince the que ce city soit of de vous ou de Harare Patience. to Je contribute voudrais even to en that savoir plus fund, how you worked with national governments, sur how you built all these partnerships around the la Lingano Urban Poor façon Fund. dont la If you could municipalité just give us et some également insights tous on ces this. Thank partenariats you. que vous avez pu nouer. Est-ce que vous pouvez juste développer un peu Yeah, dans ce sens? it was a long process Oui, to engage merci. C'était un processus assez long participate in the upgrading of pour informal pouvoir settlements in travailler avec la ville de Harare. Il nous a fallu véritablement les convaincre de participer à ce projet à Harare. Et d'habitude, il faisait beaucoup
démolition et très souvent, ils laissaient les gens sans autre alternative. Donc, il y avait beaucoup d'installations informelles qui étaient démolies par la municipalité et donc, ce qui se passait, c'est que lorsque l'on démolissait ces logements informels, les gens revenaient quelques jours plus tard pour se mettre à rebâtir. Donc, cela était assez frustrant pour la communauté, mais également pour les familles et les communautés. Donc, c'était une situation assez frustrante. Donc, lorsque nous nous sommes rapprochés de la ville de Harare, c'était pour trouver un arrangement qui serait bénéfique pour toutes les deux parties, c'est-à-dire que les communautés pourraient avoir accès à des logements plus sûrs, mais également la ville de Harare disposerait de plus de logements. Donc, ce que nous avons fait en premier lieu, c'est que nous avons demandé à la ville de nommer quelqu'un, une personne qui serait chargée de ce projet-là, donc qui serait responsable de la relation avec nous et qui serait responsable de ces logements dans la ville d'Harare. Harare avait du mal avec ces installations-là informelles. Donc, la ville a accepté de nommer une personne qui était responsable de cela. Et nous sommes passés maintenant par cette personne ressource-là qui venait d'être nommée pour atteindre les autres parties prenantes au sein de la ville et essayer d'arriver à un arrangement. Donc, par cette méthode, asked to expose city officials and makers, the councillors. Alors, en utilisant cette méthode, le maire nous a demandé de montrer des projets. Nous avons donc montré différents projets qui avaient déjà été menés un peu partout dans le monde et nous avons montré ce que les gens avaient fait ailleurs. Et donc, il a été possible d'avoir ce partenariat. Donc, pour cela, nous sommes allés rencontrer beaucoup de gens sur l'international. Nous avons rencontré des gens qui étaient en Inde, au Kenya, pour voir ce qu'ils faisaient en termes de logement accessible. Donc, il y avait beaucoup d'enthousiasme de notre part. Nous étions très enthousiastes et très pressés de mettre en pratique tous ces enseignements que nous avions tirés de nos échanges avec les autres pays. Donc, nous avons finalement décidé pour toutes ces installations informelles, nous avons décidé d'aller les voir, de faire du porte-à-porte au niveau de ces installations informelles. Et en ce moment-là, nous avons compté plus de 63 installations à Harare. Donc, ça semblait faire beaucoup. Donc, parce qu'on ne savait même plus par où commencer. Parce que la ville nous disait également qu'elle n'avait pas de ressources à mettre à notre disposition. Donc, nous ne savions même plus où commencer. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette compréhension commune que nous avions de la question, nous avons tenu plusieurs réunions informelles à Harare et ensuite nous avons pu arriver à un accord de partenariat. Donc, il y a eu un accord qui a été signé. Donc, nous avons pu signer cet accord avec la municipalité. Donc, le maire nous a envoyé finalement ces protocoles d'accord et on voit que le maire qui d'habitude n'était pas disposé à parler à ces gens qui vivaient dans ces installations informelles est revenu à de meilleurs sentiments et il a été possible de rassembler tout le monde autour d'une table, c'est-à-dire la ville et également les représentants de ces installations informelles.
to work positively with communities that they were previously in conflict with. So after signing, Donc voilà, on a pu rassembler la ville, donc la mairie et les habitants de ces installations informelles autour d'une même table. Et par la suite, la municipalité s'est engagée à travailler avec ces gens-là et tout cela s'est fait de manière beaucoup plus inclusive. Donc, nous avons alors créé la structure qui s'appelait équipe de gestion de projet. Et dans cette équipe-là, nous avions les représentants de tous les 9 départements de la ville de Harare. Et il y avait également des représentants de la communauté, donc de ces installations informelles. Et également, il y avait nous dans ce comité-là. But also looking beyond. Donc, après cela, nous avons développé un projet pilote. Pilot project. So the process of engagement. Donc, le projet pilote a été développé. Donc, we go to a stage where the travail community avec la mairie, c'est comme ça que cela a démarré. Et nous sommes les communautés de personnes sans abri au Zimbabwe pouvaient verser une partie de leur argent pour contribuer au financement de ce mécanisme. Donc, la ville a fini par mettre $120,000 américains dans le projet. Et leur partenaire a mis $50,000 américains. Donc, c'est comme cela que nous avons pu utiliser ce capital de $200,000 américains. Et voilà, c'est un fonds rotatif qui continue et qui donne des financements pour l'habitat, principalement pour des besoins de construction de maisons, mais également pour les besoins de subsistance. Donc, sur les 600 installations que nous avions identifiées, sur les 60 installations informelles que nous avions identifiées, nous avons travaillé avec la plupart d'entre eux. Et c'était intéressant parce que la ville se retrouvait avec plus de logements. Et également, on voyait qu'il y avait une amélioration dans les communautés de manière générale. Et au sein de ces communautés, on a vu également qu'il y a eu une amélioration des besoins des services de base tels que l'accès à l'eau. Mais également, il y a eu l'intégration de projets d'énergie solaire pour l'éclairage. Et il y a eu également une augmentation, une amélioration des installations sociales pour les communautés qui vivaient dans ces installations. Et ce projet a fait l'objet d'études par plusieurs étudiants, des étudiants qui étaient en train d'écrire leur thèse, qui allaient vers le doctorat. Donc, ce projet a également fourni beaucoup de matériaux d'apprentissage à beaucoup d'étudiants. Donc, c'était également quelque chose de très intéressant. Donc, c'était un projet qui avait beaucoup de réussite et qui véritablement a travaillé avec non seulement directement avec les personnes qui ont travaillé dans le projet, mais également il a eu un impact sur d'autres communautés parce qu'aujourd'hui, le partenariat que nous avons eu avec la mairie est en train d'être utilisé a été utilisé par d'autres communautés. Donc, merci beaucoup. La parole est à vous.
Merci, Patience. C'était assez impressionnant. Comment est-ce que vous avez pu mobiliser toutes ces parties prenantes et obtenir ces financements? Et donc, ça, c'est la grosse question, la question de savoir comment est-ce que vous avez pu obtenir les financements et comment est-ce que vous avez procédé à la mise à l'échelle. Donc, qui va nous dire un peu comment est-ce qu'elle a réussi à travailler avec les administrations locales et avec les différentes parties prenantes. Alors, par rapport aux collectivités locales, c'est bien ça, Béa? Oui, c'est ça, yes, that's the question about how you collaborate with institutions. Oui, c'est ça. Comment vous collaborez avec des institutions à différents niveaux? OK. Donc, au niveau local déjà, dans les communes d'intervention, nous essayons toujours de signer une convention avec les collectivités territoriales avant toute intervention dans leurs périmètres communaux. Donc, et toujours, ce sont les communautés, donc les habitants qui font ces démarches-là pour qu'on puisse rencontrer les collectivités locales, leur présenter les activités de la fédération et de l'ONG et leur proposer une convention à travers laquelle nous, on les appuie techniquement pour mettre à leur disposition des outils d'aide à la décision comme la cartographie et les documents de planification, diagnostic et autres. Ça, c'est à l'échelon local, ce qui nous a permis aujourd'hui de signer 15 conventions avec 15 collectivités locales dans différentes communes de Dakar et de Mbouré-Thiès. Ensuite, au niveau un peu plus macro, c'est-à-dire à l'échelle des démembrements de l'État, comme les ministères et les services techniques, dans le cadre de projets globaux, comme le projet d'envergure, comme le projet des 100 000 logements, nous avons pu avoir également une convention avec le ministère de l'Urbanisme après avoir présenté le mécanisme de financement de l'habitat par le fonds rotatif pour leur montrer qu'il était possible de permettre aux couches vulnérables d'accéder à la propriété en utilisant les mécanismes locaux développés au niveau des communes et ça leur a permis de réorienter les conditions d'accès pour les couches vulnérables dans ce programme des 100 000 logements et qui nous ont également accompagnés aujourd'hui dans la formalisation de la coopérative d'habitat pour la Fédération sénégalaise des habitants. Et les négociations se poursuivent pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offrent les programmes étatiques. Donc, on a des conventions avec les collectivités territoriales, des conventions avec les services déconcentrés de l'État, les ministères, services eaux et forêts, services de l'urbanisme, ce qui nous facilite l'intervention, surtout au niveau de l'espace public, parce qu'au début, c'était juste de la rénovation au niveau des maisons, mais après, on a compris que l'habitat, c'est un tout, c'est le logement, mais c'est aussi le cadre de vie, c'est la rue. Donc, pour pouvoir intervenir dans ces espaces publics, voilà, comme ce qu'on a réalisé, une aire de jeu, une aire de détente dans ces quartiers-là où il manque de tout, des quartiers qui ne sont pas planifiés, donc on a pu récupérer par exemple, des espaces qui étaient des dépotoirs sauvages d'ordures que les habitants ont pu aménager sur autorisation des collectivités territoriales, cofinancer ces ouvrages-là et co-gérer les ouvrages pour donner de nouvelles fonctions à des espaces qui étaient délabrés et qui avaient souvent d'autres fonctionnalités. C'est le cas de cet aménagement sur une gare routière
au niveau de Rufisque, où nous avons également des conventions avec la collectivité pour des aménagements transitoires qui accompagnent les grands projets de transport du Sénégal, comme le bus rapide transit et le TER en circulation, avec l'intégration des matériaux locaux dans la construction. Donc voilà, là, le toit est fait avec du TIFA, qui est une plante envahissante qui a poussé dans les bassins de rétention qui ont été creusés suite aux inondations de 2009. Donc, nous essayons également de gérer, de prendre en charge ces questions environnementales et écologiques qu'on essaie d'intégrer à la construction, donc en récupérant des espaces libérés et en faisant des aménagements transitoires, des aires de jeu, des espaces de détente, ce genre d'activité en plus de la rénovation, mais également des puisards semi-collectifs pour la gestion de l'assainissement, parce que c'est des quartiers où nous n'avons aucun réseau d'assainissement, pas de réseau d'égout, pas de réseau de gestion des eaux usées, et où nous avons une nappe phréatique qui est affleurante. Donc, à travers ces aménagements-là, nous contribuons également à améliorer le cadre de vie à travers des systèmes d'assainissement semi-collectifs qui sont cofinancés et co-gérés par les habitants. Merci. Thank you, Maguette. Merci, Maguette. Une dernière question à vous trois avant qu'on ne passe la parole au public, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être posées. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre vision pour l'avenir ou quelles sont vos prochaines étapes? Ou peut-être, je vais commencer avec Richard. Nous sommes sur la voie de la mise à l'échelle, non seulement à Beira. À Beira, nous avons ces projets. Maintenant, nous sommes en train de concevoir le deuxième projet qui va démarrer le mois prochain. Nous sommes en train de planifier à mettre à l'échelle aussi d'autres zones du pays. Nous avions commencé avec différentes villes, nous adressons aux municipalités. Nous voulons continuer à discuter avec les municipalités parce que nous avons prouvé que pour réussir, il faut travailler avec la municipalité pour faire avancer rapidement le processus, avoir les approbations. Alors, au Mozambique, tout cela se trouve encore entre les mains du gouvernement. Il faut que la municipalité contribue. On prend le terrain, par exemple. Nous continuons à intégrer des matériaux écologiques pour s'assurer que nous travaillons à préserver l'environnement pour l'avenir. Nous sommes également en train de mettre à l'échelle le projet location-vente. J'ai vu beaucoup de questions par rapport à la viabilité de location-vente. Ce n'est pas facile de commencer par acheter parce que tout votre argent sera coincé dans la location, mais nous ne sommes pas en train d'utiliser notre capital pour qu'on soit bloqué. Sinon, nous n'allons plus construire ou aller de l'avant. C'est pour ça que nous travaillons avec Empower. Empower qui est une institution comme une banque. Et nous construisons et Empower donne les moyens pour l'aspect logement, location, vente. Le financement que nous obtenons d'Empower est spécifiquement pour soutenir l'utilisateur final à acheter et il paye la maison sous forme de location au lieu d'aller à la banque parce qu'ils n'ont pas accès à l'hypothèque et que l'hypothèque également prend beaucoup de temps. Il démarre donc la location-vente et dans ce cas, nous sommes en mesure de rembourser l'investisseur tout en progressant. Ça va aussi aider pour qu'on mette à l'échelle ce programme parce que ce sera fait dans plusieurs villes au Mozambique. Merci beaucoup. Merci, Richard. La même question à vous, Patience. Quels sont vos plans pour l'avenir? En matière de dialogue sur les abris ou les logements.
Merci beaucoup, BE. Notre fonds pour les ménages pauvres est décentralisé dans les 12 régions de Zimbabwe. Et deuxièmement, le financement, le fonds, est aussi géré de manière à ce qu'on puisse lever des fonds, non seulement des ressources, non seulement au niveau de la ville de Harare, mais également de la ville de Bulawayo, qui est la deuxième plus grande ville du Zimbabwe, et bien entendu à Imasho également. Nous avons actuellement 3 fonds au niveau des villes qui sont spécifiques pour soutenir des interventions dans les bas quartiers. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le capital initial avec lequel nous avions commencé s'est multiplié 5,7 fois. Ça veut dire qu'avec le fonds qu'on gagne, on arrive à soutenir 3 fois davantage ce ménage. Et donc les villes au Zimbabwe réinvestissent des financements pour des initiatives de mise à niveau et que les personnes qui vivent dans ces communautés trouvent une alternative pour se loger. Ce que nous voyons également, c'est que au sein de Harare, si on se concentre sur des projets à Ville et d'autres ménages ou d'autres logements, il faut penser à des modèles similaires, des modèles de financement similaires pour revoir la vision ou répliquer ce que nous avions fait à Mosepa, spécifiquement dans certaines zones où il faut des interventions. Donc, ce fonds pour les pauvres donne des prêts en matière d'infrastructure, des prêts pour l'amélioration des moyens de subsistance dans les 12 régions. Que ces fonds soient soutenus par le gouvernement ou non, ça va continuer par soutenir au niveau local. Mais plus important encore, c'est l'impact que cette intervention a sur les communautés en termes de politique nationale. Le gouvernement du Zimbabwe a mis en place sa stratégie nationale pour les 5 prochaines années qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et pour la première fois, ils ont reconnu que nous avons besoin d'un cadre pour la mise à l'échelle des maisons dans les bidonvilles. C'est la première fois que le gouvernement propose un cadre de politique de ce genre et cela contribuera au développement de ces cadres sur la base des expériences que nous avions menées à Bungano et à travers le Bungano Power Fund. Ce n'est pas juste l'impact financier en termes de mise à l'échelle, mais c'est aussi ce que nous faisons aussi même en matière de technologie. Dans le monde quoi, par exemple, quand nous avions démarré le projet, en termes d'assainissement, les gens allaient dans la brousse pour se soulager. Et nous avions amélioré cela et nous avions pu construire des toilettes système EcoSan. Et d'autres personnes viennent apprendre de
ce que nous avions mis en place et les communautés ont construit c'est la tri des coussins. And we are looking forward to what the future holds in terms of changing the practice and policy of cities and national government in Zimbabwe. Thank you, Dean. Thank you. Thank you, Patience. I think we have a problem again with the interpretation because I can hear French on the English channel. Bea, the only thing is Ibrahima needs to put himself on the French channel. Yes, it's good now. Perfect. Thank you, Patience, for these insights. Same question. Magatte, very briefly, what's the future for the revolving fund? Voilà, les perspectives en fait par rapport à ce fonds rotatif, c'est de sortir, de passer en fait de la rénovation à la construction à neuf, parce qu'il y a beaucoup de membres des groupements qui ne sont pas propriétaires, qui sont locataires ou hébergés, qui vivent dans des conditions précaires et qui voudraient accéder à la propriété foncière et immobilière. Là, on est en train de les accompagner pour un projet qu'on appelle le projet de la cité FSH. C'est cette cité FSH qui permettrait à ces couches vulnérables d'accéder à la propriété toujours à travers le principe de l'épargne et du fonds rotatif, avec un appui du programme des 100 000 logements qui est prévu pour tout ce qui est aménagement et voirie et réseaux divers. Donc, une approche genrée, une approche qui intégrerait les matériaux locaux dans la construction, une approche anti-spéculative afin d'éviter de transformer ces quartiers en zones spéculatives, excusez-moi de la répétition. Donc, avec un foncier qui serait un bien commun appartenant à la coopérative et des bâtiments qui appartiendraient aux membres de la fédération. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment ça, permettre à ces populations qui sont souvent oubliées dans les programmes de logement, dans les programmes étatiques, d'accéder à un logement digne et décent, sans pour autant se surendetter, sans pour autant être obligé d'emprunter à la banque. Et ça a bien avancé parce que depuis 2 ans, les habitants ont épargné et acheté leur propre foncier pour faire cette phase pilote qui devrait recevoir 150 unités d'habitation. Donc, ça, c'est les prochaines étapes, tout en continuant de faire de la rénovation et tout en continuant à essayer de faire de cette fédération une force de proposition au niveau local afin qu'elle puisse être prise en compte dans la gestion des affaires de la cité. Ça, c'est l'intégration des matériaux locaux, comme on l'a montré avec le TIFA, qu'on transforme en briques terre TIFA, l'utilisation de l'argile pour les briques en terre compressées et qui vont être répliquées sur le site de la cité FSH. Donc voilà, c'est ça les prochaines étapes, donner aux habitants leur place dans la gestion, dans la construction et dans l'entretien, dans la gestion de la cité, parce qu'elles sont les primo concernés par tout ce qui est planification. Donc on les appuiera techniquement et on fera en sorte qu'ils accèdent à un logement décent à travers ces fonds rotatifs, à travers ces mécanismes de financement participatif. Merci. Thank you very much, Magatte. Thanks to all of you. So I would like now to take a few minutes. Merci, Magatte, et merci à vous tous. Je voudrais maintenant que l'on prenne quelques minutes pour répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, pour ces questions qui sont dans le chat, il y a déjà eu des éléments de réponse qui ont été donnés, mais on va peut-être revenir sur certaines questions et on va vous inviter, vous membres du panel, à répondre. Donc, la première question est comment est-ce que ces modèles
peuvent s'assurer que les gens pourront rembourser leur emprunt. Donc, je vous invite à essayer de répondre à cette question. Comment est-ce que vous vous assurez que les gens peuvent rembourser leur emprunt? Let's have patience first and then Maguette. Alors, d'abord patience, ensuite Maguette. Donc, d'abord, il n'y a pas beaucoup de problèmes de paiement parce qu'avec ce mécanisme de microfinancement, nous nous assurons que les paiements sont garantis. Mais également, lorsque nous mettons des gens dans le projet, nous prenons en compte les circonstances socio-économiques. Il y a des gens qui arrivent qui n'ont et voilà, qui se retrouvent avec des enfants. Donc, nous nous assurons juste que ces gens-là qui ont des enfants, que ces enfants-là ont accès peuvent satisfaire leurs besoins primaires. Mais nous avons vu dans certains cas, nous avons vu des emprunts qui ont été remboursés sur plusieurs générations, c'est-à-dire que voilà, les enfants grandissent et ensuite ils trouvent du travail et ils sont en mesure maintenant de rembourser l'emprunt qu'avaient contracté leurs parents. Donc, pour minimiser les risques de non-paiement, nous nous assurons que les gens obtiennent ces financements dans le cadre de groupes. Donc, c'est des financements collectifs. Et ça, c'est la première étape. Parce que lorsqu'on leur accorde ces prêts-là dans le cadre de collectif, les uns vont encourager les autres à rembourser. Et également, il y a ces épargnes-là qu'ils réalisent en tant que groupe. Et cela peut également, certes, dans une moindre mesure, servir de garantie. Et tout cela fait que nous réduisons les chances de non-paiement. Mais si vous voulez avoir un modèle où vous êtes assuré des paiements à 100%, peut-être que notre fonds n'est pas le modèle qu'il faut. Mais si véritablement on cherche un modèle où les gens vont économiser et ils vont s'en aider pour obtenir obtenir un logement, donc notre fonds peut être un modèle assez intéressant. Merci, Patience. Et merci également d'avoir été assez clair et assez direct. Peut-être, Maguette, vous voulez peut-être compléter ce que Patience a dit. Donc, est-ce que vous utilisez le même principe que le fonds de Patience? C'est la garantie des paiements. C'est pas très différent. Je pense que pour ne pas être long, c'est vraiment le groupe qui garantit en fait le remboursement de ces financements, parce que pour pouvoir en bénéficier, il faut être membre d'un groupe et être membre de la fédération. Et toutes ces personnes qui sont financées sont dans une base de données. Donc, il y a le groupe et la solidarité, le principe de solidarité qui sévit au sein de ces groupes qui permettent d'assurer le remboursement. Comme Patience a dit, il n'y a pas de projet avec 100% de risque. Il n'y a pas de risque zéro en fait dans ces remboursements. Il peut arriver qu'on ait des cas spécifiques. Par exemple, nous, on a eu des bénéficiaires qui sont décédés et le système solidaire avec les familles et les groupements a permis de rembourser les financements remis à ces personnes-là. Donc, c'est des cas exceptionnels. Il y a aussi des contextes imprévus comme le Covid, comme c'est des acteurs de l'informel. Avec le contexte Covid, leurs activités ont pris un sacré coup.
Et il nous a fallu différer en fait le remboursement de financement pour certains groupes et même essayer de les appuyer pour le relèvement, pour le renforcement de leurs activités génératrices de revenus afin de leur permettre de s'acquitter du remboursement de ces prêts logements. Donc, c'est un cycle et c'est des traitements au cas par cas et des problèmes, il n'en manque pas, mais il faut les gérer avec la communauté. Et le fait qu'ils sachent que si la personne ne rembourse pas, d'autres ne peuvent pas bénéficier du fonds, les incite à rembourser. En fait, c'est le groupe qui garantit ces remboursements-là. Et jusque-là, ça se passe très bien. Thank you, Magatte, for that. And maybe merci, Magatte. Alors, mais peut-être Richard. Alors, notre mécanisme est un peu différent parce que nous avons essayé cela jusque-là et jusque-là, tout va bien. Mais voilà, nous pensons qu'il est encore trop tôt pour véritablement avoir un jugement. Nous aurons juste 1 an l'année prochaine. Donc, pour la location-vente, l'année prochaine, nous en sommes toujours à notre première année. Et maintenant, pour les autres, voilà, on voit que c'est des gens qui empruntent de l'argent pour acheter et jusque-là, ils ont payé. Maintenant, le risque auquel nous faisons face et que nous essayons de contrôler, donc principalement avec la location-vente, nous mettons à disposition des villas qui peuvent être améliorées. C'est-à-dire que si les gens ont envie d'augmenter sur un espace beaucoup plus grand, ils peuvent le faire. Ce qui fait que les gens ont tendance à vouloir finir le paiement beaucoup plus vite pour qu'ils puissent recevoir encore un financement et augmenter la taille de leur habitation. Donc, jusque-là, nous avons eu des résultats assez positifs en termes de remboursement. Maintenant, pour ces maisons-là, également, il y a une autre règle qui est qu'ils ne peuvent pas apporter des modifications à la maison tant qu'ils n'ont pas complètement payé leur emprunt. Donc, ce n'est que lorsqu'ils auront fini de rembourser leur emprunt qu'ils pourront obtenir encore un financement pour ajouter, par exemple, des pièces à leur habitation. Donc, voilà. Ce n'est pas comme dans le cas du Zimbabwe ou du Sénégal, parce que nous sommes en train de démarrer, mais nous espérons que dans le futur, nous allons encourager les clients à payer une assurance pour nous assurer que s'il y a des problèmes de remboursement, l'assurance pourra couvrir. Richard, I think there's a follow-up question on this. Merci, Richard. Je pense que voilà, c'est une question qui est en lien avec la prochaine question. Donc, Florence aimerait savoir quelle est la durée de la location-vente. Donc, nous faisons cela en phase parce que nous cherchons à les encourager. Donc, pour la première phase, il s'agit d'un remboursement sur 5 ans. Et lorsqu'ils ont fini de rembourser au bout des 5 ans et que nous réexaminons le processus de remboursement, nous négocions donc la deuxième phase qui est l'achat. Donc, c'est là qu'ils vont payer le reste de leur emprunt. Parce que voilà, c'est une location-vente sur 5 ans. Nous pensons qu'il y en a qui vont rembourser leur emprunt avant les 5 ans. Parce qu'il y en a qui sont revenus pour nous dire qu'ils veulent finir leur paiement avant les 5 ans. Il y en a qui demandent même à tout payer sur 3 ans. Donc, voilà, ça ne nous pose pas de problème parce que nous ne sommes pas comme les banques qui vont vous faire payer des frais si vous voulez payer plus rapidement que ce qui était prévu. Donc, il y a des gens qui reviennent pour nous dire qu'ils veulent payer sur 3 ans au lieu de 5 ans. En ce moment-là, nous renégocions avec eux et nous les laissons payer à leur rythme. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre mission n'est pas d'obtenir un financement. Thank you, Richard. I'm looking at a few more questions here. D'acquérir un logement. Merci, Richard. Alors, je crois qu'il y a encore quelques questions ici.
les questions liées aux aspects environnementaux. Nous avons une question pour Marie-Angela qui aimerait savoir comment est-ce qu'on peut travailler dans un environnement à risque multiple et s'assurer, comment est-ce que vous vous assurez que tous les risques qui existent dans vos contextes sont pris en compte? Alors, peut-être Richard, si vous voulez répondre, et ensuite peut-être Maguette et Patience, si vous voulez. That immediately after we completed the showcase of 10 units, we had Cyclone Idai that destroyed 90%. Que je présentais, parce que je vous ai parlé des cyclones qui ont détruit 95% des logements. Et lorsqu'on parle ici de logements résilients et accessibles, parce que vous voyez, même dans la conception, dans nos plans et tout, nous nous assurons que nous construisons des maisons de bonne qualité. Parce qu'on sait qu'il y a des risques environnementaux à Beira Inondation, parce que notre ville se situe en dessous du niveau de la mer. Donc, il y avait régulièrement des inondations en cas de forte pluviométrie. Donc, nous savions qu'il nous fallait qui pourrait être résilient et qui en même temps pourrait être accessible pour nos bénéficiaires qui ne peuvent pas obtenir des financements de la banque. Donc, nous avons insisté pour nous assurer que nous construisions des maisons résilientes. Et nous avons reçu des formations de nos collègues de l'Australie qui nous ont montré comment construire, par exemple, des toits résilients et comment construire des maisons écologiques. Parce qu'avec la chaleur, si les gens ne peuvent pas avoir accès à la climatisation, et donc il nous fallait construire des maisons avec des systèmes d'isolation qui permettaient de supporter la chaleur. Donc, nous nous sommes également assurés que nous avons, nous nous sommes assurés que nous avons conçu des unités de logement semi-détachées, ce qui fait que nous avons économisé sur les frais de construction eux-mêmes. Donc, nous avons utilisé, déjà sur les techniques que nous avons utilisées, sur les techniques de construction, nous avons déjà fait des économies et nous avons également fait de telle sorte que les prix des infrastructures soient partagés par les propriétaires des différentes maisons, les occupants des différentes maisons. Donc, ce qui fait que dans le futur, ils pourront gérer les propriétés, ils pourront s'occuper de toutes les dépenses liées à la maintenance, mais également aux espaces pour les enfants et à tout ce qui est infrastructure publique. Donc, nous pensons que tout au plus, nous nous assurons que nous avons des maisons, des bâtiments écologiques et avec l'utilisation du bois et avec l'utilisation du système d'énergie solaire, nous espérons que tout cela va être très utile dans le futur. Merci, Richard. Alors, Maguette ou Patience, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Firstly, carrying out community-led surveys, data collection. Je pense que pour nous, déjà, c'est le fait de faire de telle sorte que c'est la communauté qui se charge elle-même de la gestion. Parce que, comme Richard l'a dit, nous sommes également affectés par les cyclones. Il y a eu le cyclone Idai, le cyclone Patrai, le cyclone Anna, le cyclone Patrai. Donc, nous voyons le résultat du réchauffement climatique. Par exemple, vous verrez qu'il y a une priorisation des systèmes d'écoulement des eaux. Donc, c'est une de nos priorités parce que pour ces communautés, ces installations sont souvent
sont souvent inondées, donc il fallait mettre en place en priorité des systèmes d'évacuation des eaux. Donc, nous avons essayé de mettre en place des habitations qui étaient résilientes au changement climatique. Et donc, nous avons essayé de voir qu'est-ce qui était plus approprié, quelle était la technologie la plus appropriée à utiliser dans ce projet. Donc, il y a des installations qui sont très vulnérables du point de vue environnemental. Donc, il a fallu déplacer ces gens-là, les amener dans d'autres endroits qui étaient beaucoup plus sûrs. Mais nous voyons... Donc, aujourd'hui, notre souci, c'est que l'investissement n'est pas suffisant par rapport aux besoins actuels. Allô? Yes, there you go. We can hear you. Pour la prise en compte des risques, nous, les zones dans lesquelles nous intervenons, principalement, le risque le plus important, c'est le risque d'inondation. Et nous avons anticipé par rapport à la cité FSH où nous n'allons pas laisser les habitants s'installer de manière spontanée, sans planification et sans installation de réseau, pour prendre en compte ces risques d'inondation, mais sur les sites sur lesquels nous intervenons, dans la banlieue, qui ont déjà fait l'objet de restructuration et qui ont été en partie exondés avec les grands travaux de l'Agence de développement municipal, ou avec une partie de la population qui a été déplacée, des bassins de rétention qui ont été creusés. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie les collectivités et les communautés à identifier les zones à risque et à proposer des solutions comme des micro-projets pour gérer ces zones inondables avec la réalisation d'ouvrages semi-collectifs comme les batteries de grilles à valoir qui permettent d'exonder les quartiers qui sont en contrebas. Donc, nous, on les aide à identifier ces points noirs, à les gérer, à les requalifier, comme on dit, à redonner une nouvelle fonction. C'est ça qui nous permet de gérer ce risque d'inondation. Nous ne pouvons pas le régler entièrement, éradiquer la question des inondations, parce que même l'État n'y arrive pas depuis 2009, malgré les moyens colossaux dont il dispose, mais nous parvenons à gérer localement le risque d'inondation dans ces quartiers avec un projet comme Pingiri, Pikine Irrégulier Nord, gestion intégrée du risque d'inondation qui teste des solutions innovantes de gestion du risque au niveau local. Mais pour la future cité, quand même, nous avons anticipé. Avec la cartographie par drone, nous pouvons avoir la carte des voies d'écoulement et essayer de calibrer et de gérer les ouvrages qui seront installés pour éviter que ce risque d'inondation ne se reproduise dans ce futur quartier, éviter de dédoubler les quartiers informels que nous avons. Thank you very much, Maguette. Merci beaucoup, Maguette. Merci beaucoup. J'aimerais que nous concluions la séance de questions-réponses parce qu'il est déjà 15h30. Je ne veux plus vous garder pour longtemps. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ces domaines. Richard, est-ce que peut-être vous pouvez nous donner plus d'informations après le webinaire sur ce que vous faites et bien entendu, la séance a été enregistrée, nous pouvons partager la vidéo et peut-être voir des questions qui sont encore pendantes dans la boîte de dialogue afin que les panélistes puissent y répondre après. Et aussi, nous pourrons voir d'autres aspects de ces réunions et on pourra gérer tout cela après la réunion. Je repasse la parole à Marine pour sa conclusion. Vous la parole, Marine. Merci beaucoup, Béa. Merci à tous nos panélistes et merci à toutes les personnes qui ont
participer à ce webinaire et à le rendre possible. Je vais rapidement représenter 3 ou 4 aspects qui m'ont paru vraiment intéressants et qui vient un peu des interventions de nos 3 panélistes. On a d'abord vu que le système de financement collectif permettait de remettre les populations au centre de la problématique du logement abordable, tout en limitant le surendettement. On en a parlé là juste dans les questions. On a vu que c'était grâce à l'implication de la communauté en rendant le remboursement plus solidaire, sans forcément impliquer les banques et en mettant en place des mécanismes de microfinancement. Et comme l'a dit Richard au début de son intervention, l'idée que les personnes ne peuvent pas payer semble être un mythe. Ce serait en fait les systèmes qui ne sont pas forcément en place et pas forcément adaptés à ces personnes-là. Donc, je reprends l'exemple avoir besoin de 20% de dépôt, de down payment, qui n'est pas adapté, ou alors ne pas prendre en compte la volatilité des revenus, par exemple des marchands de fruits et légumes. Lorsqu'on ne prête que à des personnes salariées, ça limite forcément. Et donc, ces différents systèmes de paiement, que ce soit le microfinancement, le paiement en cash, le paiement par phase ou la location-vente, le rent-to-buy, sont d'autant de solutions alternatives qui permettent de s'adapter au mieux. On a vu aussi dans tous ces modèles que le financement collectif, le community-based finance, était un moyen assez efficace d'impliquer de nombreux donneurs ainsi que les collectivités. On l'a vu notamment dans le modèle de patience avec les collectivités territoriales, ce qui réduirait a priori le coût du capital pour l'utilisateur final. Et enfin, je conclurai, et c'est une conclusion qui fait un peu notion d'ouverture sur le changement climatique, puisqu'on a vu que ce financement communautaire, en étant tout le temps en contact avec l'utilisateur final, permettait de rester au plus près des besoins de population et des problèmes réels, notamment en intégrant les considérations environnementales. Et on a vu notamment la considération de comment faire en sorte que les logements soient le plus résistants possible aux aléas climatiques et comment, par exemple, utiliser des matériaux de construction éco-friendly. Et donc voilà, je vous laisserai sur cette ouverture par rapport à la protection face au changement climatique de ces populations vulnérables et de l'opportunité que le financement collectif communautaire représente. Et j'en profite pour encore une fois remercier Richard, Maguette, Patience, pour remercier Béa d'avoir fait la modération, toute l'équipe d'Urma Monde, Ibrahima et Kwame pour leur interprétation. C'était un travail difficile. Merci encore à toutes ces équipes. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée.